Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps. Dans un premier temps, je vais effectivement vous lire un extrait, ou plusieurs extraits plutôt, du livre 2 de l'Iliade d'Homère, consacré à l'assemblée des Achéens, et dans un deuxième temps, comme d'habitude, je procéderai aux commentaires du même document. Ulysse alla trouver Agamemnon, le fils d'Atrée. De ses mains, il reçut le sceptre héréditaire, indestructible à jamais. Puis, quand il rencontrait un roi ou un héros de marque, il s'approchait et, avec des mots apaisants, il cherchait à le retenir. « Crois-moi, assieds-toi et fais asseoir les autres. Nous n'étions pas tous au conseil pour entendre ce que Agamemnon y a dit. Gare qui ne se fâche, la colère est terrible des rois issus de Zeus. » Mais si c'était un homme du peuple qu'il voyait et surprenait à crier, il le frappait alors du sceptre et le tensait ainsi. « Reste tranquille, puis écoute l'avis des autres, de ceux qui valent mieux que toi. Tu ne comptes pas plus au conseil qu'au combat. Qu'un seul soit chef, qu'un seul soit roi. » Ainsi, il parlait en chef et remettait l'ordre au camp. Et, de nouveau, des navires et des baraques, l'armée accourait à l'assemblée. Thersites, seul, persistait à piailler sans frein. Il criait. « Allons, fils d'Atrée, de quoi te plains-tu? De quoi as-tu besoin encore? Tes baraques sont pleines de bronze, tes baraques regorgent de femmes, butin de choix, que nous, les Achéens, nous t'accordons à toi, avant tout autre, chaque fois que nous prenons une ville. Ou encore as-tu besoin d'or, de l'or que t'apportera d'Ilion, quelque Troyen dompteur de chevaux, comme rançon de son fils, ligoté et emmené ici par moi, ou quelque autre Achéen. Laissons-le là, en Troade, à savourer ses privilèges. » Ainsi parlait Thersites. Mais le divin Ulysse l'invectiva avec des mots durs. « Thersites, tu peux être un orateur sonore, mais tu parles sans fin. Assez !» Il dit, et, du sceptre, il frappa son dos, ses épaules. Les autres, à le voir, eurent un rire content. Le preneur de ville, Ulysse, était debout, le sceptre en main. Près de lui, Athéna, aux yeux perses, sous les traits d'un héros, invitait le peuple au silence, pour que les fils des Achéens, au premier comme au dernier rang, puissent entendre ses paroles et méditer ses avis. Clairvoyant, il prit la parole et dit. « Fils d'Atrée, les Achéens, en cette heure, veulent faire de toi, Seigneur, le plus humilié des hommes, au regard de tous les mortels. Ils se refusent à tenir la promesse qu'ils t'ont faite de ne retourner en Grèce qu'après la destruction de Troie. Quant à Aulis, nous sacrifions aux dieux immortels des hécatombes sans défaut. Nous apparut un terrible présage. Un serpent dévora 8 oisillons et leurs mères. Aussitôt, Calchas, au nom du ciel, déclara « Nous devons rester à guerroyer 9 années, puis, la 10e, nous prendrons la grande ville de Priam. » Il parla ainsi. Les Argiens poussèrent un grand cri pour approuver l'avis du divin Ulysse. Là-dessus, Nestor, le vieux meneur de chars, à son tour leur dit
Et que vont donc devenir, dites-moi, et les traités et les serments? Nous voilà bataillant, à coups de mots, pour rien. À toi donc, fils d'Atrée, de montrer, comme auparavant, ton inflexible volonté. Guide les Argiens dans les violents combats. La vie que je te donne n'est pas à rejeter. Le roi Agamemnon lui répliqua en ces termes: Une fois de plus, vieillard, tu l'emportes à l'assemblée sur tous les fils des Achéens. Pour l'instant, tous, allez manger. Après quoi, nous engagerons la bataille. Et celui que je verrai disposé à traîner à l'écart du combat, celui-là aura peine à trouver le moyen d'échapper aux chiens, aux oiseaux. Il parla ainsi. Les Argiens poussèrent un grand cri. Debout, ils s'élancèrent en se dispersant à travers les navires. Passons à l'analyse du document. Éléments réels et imaginaires sont inextricablement mêlés. Puisque l'on a affaire à une œuvre littéraire, pour placer l'épisode dans son contexte, il faut lire les 2 premiers chants de l'Iliade. En l'espèce, Agamemnon a voulu tâter la détermination des Achéens en proposant de lever le siège de Troie. Il leur a proposé de partir. Ces paroles ont été comprises dans leur sens premier. Les Achéens fuient. Pour arrêter le mouvement, Héra fait intervenir Athéna, qui s'adresse à Ulysse, lequel interpelle tous les chefs et les plus résolus à partir d'entre les autres Achéens. Quels sont les aspects du texte qui nécessitent un éclaircissement? Essentiellement la question de la préparation des décisions collectives par un conseil et de son approbation par l'Assemblée. Mais si cet aspect politique est dominant, le document doit aussi être envisagé dans ses dimensions sociales et religieuses. L'examen du texte nécessite de procéder à des regroupements d'éléments dispersés. On peut néanmoins choisir de s'inspirer de la ligne générale du texte en soulignant le rôle éminent d'Ulysse, les degrés de la hiérarchie sociale et politique, et en examinant la façon dont l'armée suit la volonté de ses chefs. Commençons donc par l'action d'Ulysse. Comme membre du Conseil, Ulysse sait, lui, ce qu'est la véritable intention d'Agamemnon. Celui-ci a décidé d'éprouver le moral de son armée en proposant de lever le siège de Troie, et il a été complètement pris au sérieux. Le mouvement de la foule vers les navires tirés sur le rivage a été si rapide que les membres du Conseil n'ont pas pu prendre la parole devant l'assemblée des soldats pour lui démontrer qu'il était préférable de rester sous Troie. De ce fait, Ulysse doit aller parler aux Achéens par petits groupes. Ulysse vient prendre ses ordres d'Agamemnon pour agir en son nom. À cette fin, il prend le sceptre du chef de l'armée. Étudions maintenant les paroles d'Ulysse aux Achéens. Le mot « apaisant » éclaire la compréhension du passage. Ulysse doit être aimable avec ses égaux, les autres chefs. On trouve donc des interventions de tons différents selon qu'il s'adresse à un roi ou à un héros ou à un homme du peuple. Dans ce cas-là, il s'agit d'un vocabulaire comminatoire. Et des interventions de teneur différente selon qu'il s'adresse à un personnage d'une qualité ou d'une autre. Un problème se pose quand Ulysse parle à un roi ou un héros. Tous les personnages de cette catégorie sont supposés savoir que la proposition de lever du siège de Troie, formulée par l'Atride, Agamemnon, fils d'Atrée, était seulement destinée à juger du moral des Achéens. Ce qu'ils ignorent,
c'est la façon dont Agamemnon va réagir à la fuite de ses troupes. Ulysse conjugue donc la menace et l'excuse dont pourront user les chefs. Tous n'étaient pas au conseil et n'étaient donc pas censés savoir la volonté d'Agamemnon. C'est une claire exhortation à arrêter le mouvement de fuite, maintenant qu'Ulysse a fait connaître sans détour la volonté d'Agamemnon. Nul ne demeurera excusable s'il continue à fuir. Quand Ulysse s'adresse à un homme du peuple, si celui-ci marque sa détermination à fuir en poussant des cris, Ulysse le frappe. Ce sens est admis par Carlier. Mais il est possible aussi que le verbe employé signifie diriger, soit ici renvoyer à l'assemblée. Ce sens général est indiqué lorsqu'il s'agit de s'asseoir à l'assemblée, qui n'a pas été officiellement levée, comme ce sera le cas à la fin du texte, lorsque Homère met les paroles suivantes, « Pour l'instant, tous allez manger ». Fin de citation. L'assemblée est seulement dissoute de facto et se reconstitue grâce à Ulysse. En outre, Ulysse utilise sans détour des injures qu'il adresse à ses inférieurs. Cela est du domaine des coutumes héroïques, telles qu'elles sont dépeintes par Homère. Ici, les injures sont raisonnées. En fait, être important à la fois au conseil et au combat est assez rare parmi les Grecs. C'est le cas, par exemple, d'Achille et d'Agamemnon. Nous voyons que Nestor est remarquable par ses conseils à l'Assemblée. Tu l'emportes à l'Assemblée. Il est vieux. Il est dit ailleurs qu'il était bon à la guerre dans sa jeunesse. Les soldats ordinaires ne sont bons en aucune de ces deux sphères de compétences. Au total, le passage met en exergue les disparités de situations sociales par le biais d'un exercice de rhétorique. À cela s'ajoute l'usage d'un instrument symbolique, le sceptre. Le sceptre est un objet de valeur particulière. D'abord, bâton de marche, et objet signalant l'importance du message que doit délivrer celui qui le porte, il est proche d'un bâton de héros. Émile Benveniste, dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, estime que le sceptre qualifie, donc je cite Benveniste, qualifie le personnage qui porte la parole, personnage sacré dont la mission est de transmettre le message d'autorité. Fin de citation. En l'occurrence, Agamemnon a confié à plus habile que lui la tâche de ramener l'armée à son devoir d'obéissance. Les dieux sont jaloux et le détenteur de la plus grande autorité royale ne peut être aussi le plus doué des mortels. Le sceptre d'Agamemnon est dit héréditaire, indestructible à jamais. Cela est expliqué dans un passage, au vers 109. Il vient de Zeus et manifeste la souveraineté de celui qui le détient. Le roi des dieux soutient le pouvoir des rois humains, tel Agamemnon. Je me réfère au passage « La colère est terrible des rois issus de Zeus ». Fin de citation. Finalement, Ulysse persuade les Achéens de retourner à l'assemblée. Sa volonté, qui est celle d'Agamemnon, s'impose à tous. Passons maintenant à un deuxième sujet, celui des degrés de la hiérarchie sociale et politique. En effet, l'importance des personnages dans la société varie notablement. Cela s'exprime dans la place de chacun à l'Assemblée. 3 catégories de personnages, ou 3 groupes de personnages seront abordés. Tout d'abord la foule et les rois, ensuite le démos, les tercites, et enfin les membres du conseil. Commençons donc par la foule et les rois.
Homère, dans un vers que je n'ai pas cité ici, c'est le vers 143, Homère donc a dit clairement que la foule des Achéens ne connaît pas la véritable volonté de son chef, pour n'avoir pas assisté au conseil. Et la phrase d'Ulysse complète cette indication lorsqu'il s'adresse à un chef. Je cite, « Nous n'étions pas tous au conseil pour entendre ce qu'Agamemnon y a dit. » Fin de citation. L'opposition entre le chef suprême et la foule est donc nuancée par l'existence d'intermédiaires. Qu'un seul soit chef, qu'un seul soit roi, dit Ulysse aux membres du démos. Cette expression s'adresse aux hommes du commun qui ont commencé à fuir, mais aussi à leur chef immédiat. C'est ce que tend à indiquer cette phrase générale qui serait peut-être un adage, une épigramme poétique préexistante, ici utilisée par Homère. C'est précisément parce qu'Agamemnon n'est pas seul détenteur de toute l'autorité que dans l'Iliade, il peut y avoir débat, au moins entre chefs. Lorsque Ulysse déclare « Écoute l'avis des autres, de ceux qui valent mieux que toi, tu ne comptes pas plus au conseil qu'au combat », cette formulation fournit un double critère de différenciation sociale. Et l'on peut croire qu'Homère montre, dans Thersites, une forme de contestation des normes sociales. Deuxième groupe de personnages, le démos et Thersites. La place du peuple peut apparaître, à première vue, dans le sort réservé à Thersites, figure non pas tant emblématique que caricaturale. C'est le mauvais sujet, celui qui résiste aux exhortations d'Ulysse. Il porte un nom parlant, formé sur le mot éolien tersos, forme à laquelle correspond l'ionien tarsos, mot désignant l'audace, la hardiesse, parfois en mauvaise part, ce qui est nettement le cas ici, c'est l'effronter. Il offre dans l'Iliade la particularité de ne pas avoir de patronyme, ni de lieu d'origine, sans être pour autant exactement un personnage mineur de l'œuvre. Homère en dresse un portrait physique et moral peu flatteur et montre son humiliation. De ce fait, on voit généralement en lui un membre du pléthos, de la foule, du démos anonyme. Mais ces propos marquent sa volonté d'être mis au même rang que les chefs. Car dans la conception épique, eux seuls peuvent faire des prisonniers au premier rang. Je cite, « Fils, emmené ici par moi. » Fin de citation. Considérant que la distinction entre aristocrates et gens du commun est en fait assez peu nette, certains chefs sont prêts à fuir, Kirk estime plutôt que l'omission du patronyme et du lieu d'origine de Thersites est due à son caractère injurieux, indigne. S'il était un membre du commun, il ne pourrait pas même dire son avis, autrement qu'en criant à l'assemblée, comme les autres membres du démos. Or, il est dit par Homère, démesuré en paroles, et je fais référence ici à l'expression « persister à piailler sans frein », et cette démesure s'exprime après que les Achéens se sont assis au lieu de leur rassemblement, donc de l'agora. De plus, son discours d'invective, soigné à l'encontre d'Agamemnon, parodie de celui d'Achille au chant premier, débouche sur son abaissement. La foule rit des mauvais traitements qui lui sont infligés, le fait même signalant sans doute qu'elle ne le reconnaît pas comme faisant partie d'elle-même. Thersites ne peut donc être pris comme la figure emblématique du démos. C'est parce qu'il n'en fait pas partie qu'il peut autant parler, et, s'il en expose les intérêts, c'est sans succès. On arrive maintenant au troisième groupe de personnages qui interviennent dans ces extraits du chant d'Homère. Les membres du conseil. Participer au conseil, c'est donc la boulée, un lieu de réflexion et de délibération, est nécessaire pour connaître
les décisions à prendre. Mais celles-ci sont arrêtées après réunion de l'Assemblée, dont la décision doit être guidée par les membres du Conseil. 3 orateurs indiquent la voie à suivre, 3 hommes dont les paroles constituent une réplique au mot de Thersites. C'est une raison de plus pour ne pas faire de Thersites un homme du peuple. Ulysse, Nestor et Agamemnon. Le roi occupe une position particulière. Certains auteurs estiment que le roi homérique n'exerce une autorité contraignante qu'en temps de guerre. De ce fait, entre les expéditions, le roi régnerait sans gouverner, en jouissant tranquillement dans son manoir d'un certain nombre de privilèges matériels, géra. Il paraît cependant exagéré de considérer soit que le roi soit exclu de la vie politique en temps de paix, soit plutôt que la vie politique disparaisse en temps de paix. Chaque groupe humain, clan, village ou grande maison aristocratique vivant alors en autarcie. Ces théories extrêmes ne sont généralement pas retenues, mais beaucoup voient dans la royauté homérique un commandement militaire intermittent. Ici, quoiqu'il s'agisse de la réunion d'une armée en campagne, il semble toutefois que le processus délibératif soit relativement élaboré, alors qu'on attendrait qu'il soit simplifié. Cela laisse entendre que la conception homérique de la vie politique associe étroitement conseil et assemblée. Troisième et dernier pan de cette analyse, le problème de la prise de décision. Tout d'abord, on peut observer que la foule apparaît malléable. 3 fois dans ce chant, Homère utilise des images qui assimilent la foule des soldats à la mer, vue par le vent, 3 fois avec une volonté esthétique d'harmonie imitative par l'accumulation de mots anapestiques. 2 syllabes brèves suivies d'une longue. C'est le cas des vers 144-146, 208-210, qui ne sont pas cités dans ce texte ici, et des vers 394-397, et qui commencent par « ainsi le flot », etc. Cette foule se laisse convaincre par ses chefs, qui affichent une même volonté. Ulysse puis Agamemnon formulent un avis puis une décision suivie de clameurs approbatives. Un registre qu'utilisent les chefs est celui de la religion qui alimente espoir et crainte. Quels sont les facteurs religieux de la décision? Les prodiges sont évoqués. Ulysse mentionne le serpent d'Aulis, qui dévora 9 oiseaux. Homère ignore le sacrifice d'Iphigénie et l'interprétation qu'aussitôt livra Calchas. Le rappel des serments effectués par Nestor est une évocation de l'un des piliers fondamentaux de la vie en société, sans lequel celui-ci n'est plus possible, et dont la disparition ne peut qu'être suivie d'une malédiction divine. En outre, Zeus a favorablement tonné à droite, car le roi des dieux, dieu du ciel lumineux, est aussi une divinité de certains phénomènes naturels célestes. Tous ces rappels soulignent la nécessité d'obéir. Maintenant, comment s'opère la décision? Formulée par Agamemnon, il est notable qu'elle suive une clameur de la foule. Celle-ci a acclamé l'idée de combattre formulée par Ulysse. Le roi résume les avis et souligne l'importance d'avoir de bons conseillers. Son autorité s'exprime dans sa plénitude quand il sait avoir repris en main la foule. Sa décision est obligatoire. Voyez les mots d'Ulysse. La colère relayée par des menaces de Nestor, en particulier au vers 358-359. Question d'inflexible volonté. Rendu plus direct par Agamemnon. Celui qui désertera le combat ne gagnera qu'une mort ignominieuse
car son corps sera détruit par les bêtes, privé de sépulture. Il n'ira pas dans l'Hadès, faute de funérailles, et sa mémoire sera vouée à l'oubli. C'est le roi qui dissout formellement l'Assemblée, laquelle pousse une clameur confirmant les décisions prises. L'autorité du roi repose sur son statut social, le soutien de ses conseillers et sa position de chef de guerre. Il est temps de passer à la conclusion. Le vocabulaire même qui est employé, agora, démos, boulet, comme le schéma de délibération, préfigure le mode de fonctionnement attesté dans de nombreuses cités de l'époque classique, dans lesquelles un conseil restreint prépare les décisions approuvées, ou rejetées, ou encore amendées par l'Assemblée des citoyens. Mais, dans la description qui est donnée de l'Assemblée des Achéens au chant 2 de l'Iliade, nous voyons que les décisions qui sont prises sont retenues, sinon à l'issue d'un débat dans lequel des avis contradictoires seraient émis, du moins après que les membres du Conseil, d'accord sur le fond, ont présenté les avantages de la décision qu'ils proposent. Le monde homérique, dont la part d'imaginaire ne doit pas être oblitérée, n'est pas apparemment un univers dans lequel une aristocratie imposerait de toute nécessité ses décisions à la masse. Il semble difficile d'attribuer un caractère purement formel à l'existence de l'Assemblée, mais c'est là une question d'appréciation.